Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Dans l'actualité de ce lundi, les chantiers de construction des routes à l'intérieur du pays qui reçoivent la visite du ministre des Travaux publics. Après l'étape de la moyenne Guinée, Moustapha Naïté et sa suite ont mis le cap sur la Haute-Guinée. La délégation s'est trouvée hier dimanche à Mandiana. Au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte croissance. Selon les experts, la plupart des toxicomanes font face à l'absence de structures publiques et de prise en charge par l'État. Bienvenue à tous. Bonsoir. Ce dimanche, le ministère des Travaux publics était sur le tronçon Kankan-Mandiana. Après 7 mois de travaux, le niveau d'exécution avoisine, apprend-on, les 30%. Moustapha Naïté invite l'entreprise à accélérer les travaux et à traiter tous les points critiques jusqu'à Mandiana avant les prochaines pluies, ce pour faciliter la circulation avant la fin du bitumage. Mamadou Kalisso, Aboukoria Kourouma. Les travaux sur le tronçon Kankan-Mandiana avancent lentement mais sûrement. Déjà, les 40 premiers kilomètres sont prêts à recevoir la couche d'imprégnation et le bitume. Les 5 kilomètres qui suivent, le remblayage est fait. Les ouvrages de décharge et d'assainissement sont en cours d'exécution. À partir du PK 45, on a fait passer la première couche jusqu'à Kodiaran au PK 60. Et à partir du PK 60, on va continuer ici le dégagement et le décapage pour assurer ici la circulation pendant l'hivernage. Sur tout le tronçon, il y a 144 dallos simples d'1 mètre de largeur et de hauteur. Des dallos simples de 2 mètres de largeur et de hauteur. Des dallos doubles de 2 fois 2 fois 2, mais aussi des ponts. Pour le moment, on n'a que 3 ponts. Le premier pont, c'est le pont de Sanfina, qui fait 40 mètres linéaires, et le pont de Nerekoro aussi, qui fait 40 mètres linéaires, et le pont de Kodiaran, qui fait 60 mètres linéaires. Toutes ces étapes sont surveillées et validées par la mission de contrôle. Elles s'assurent de la conformité entre les travaux réalisés sur le terrain et les données prescrites dans le cahier de charges. Nous avons un contrat, un cahier de charges dans lequel il est inscrit toutes les réceptions qui doivent être faites, toutes les vérifications qui doivent être faites. Nous sommes là pour garantir donc cette qualité, c'est-à-dire on a une équipe de géotechniciens qui viennent vérifier à toutes les étapes, on fait des contrôles. Puis après, on a une équipe topographique qui fait des contrôles géométriques. Donc, c'est sur la base de ces contrôles que nous autorisons l'entreprise à continuer. C'est-à-dire, on appelle ça des points d'arrêt. Tant qu'on n'autorise pas, l'entreprise ne peut pas évoluer. Donc, voilà comment nous faisons pour garantir la qualité. Et ceci va nous permettre de garantir les délais. Ces contrats s'étendent sur 2 ans, hors la période de la saison des pluies. 7 mois sont déjà écoulés. Le niveau d'exécution des travaux est de 30%. Chapitre politique, la CODENOC, la coalition démocratique pour la nouvelle constitution, continue de mobiliser à l'intérieur du pays autour du chef de l'État. Après les étapes de Conakry et Nzerekore, le président de la République s'est rendu samedi à Kankan. Une importante foule acquise à sa cause a exprimé son soutien au projet d'adoption d'une nouvelle constitution. Et le chef de l'État, qui reste fidèle à lui-même, a une fois tenu un certain nombre de promesses. Bien entendu, il a tensé ses opposants. Écoutez-le. J'ai entendu les réclamations des gens de Kankan. Je dis à la jeunesse qui réclame le courant, ils vont avoir bientôt une surprise. C'est vrai, il reste beaucoup à faire. En 10 ans, malgré 2 ans et demi du courant, la Guinée a avancé. Laissons ceux qui regardent dans le téléviseur, qui veulent nous ramener dans le passé, où ils passaient le temps à piller pour leur propre profit. Ils n'ont pas de programme.
Ils ne connaissent pas le peuple, ils ne connaissent pas le conseil du peuple, ils ne connaissent pas le souffrance. Ils ne voient que leur nombril et ce qu'ils veulent pour eux. Voilà le passé. Tu vas voir le chemin de fer transguinéen qui va aller de Kewane, Zérokouré, Massanta, Guérédugo, Kissédugo, Farana, Korekaria. Ce qu'ils vont faire le transguinéen vont faire en même temps le chemin de fer Conakry, Kanka, Bamako, Bobo-Dioulasso. Je vais dire aux femmes que bientôt, vous n'aurez plus besoin du poisson de Conakry, car nous venons de faire une pisciculture à Kankakoura. Un des hommes va être fait à Ségri. Nous mangerons le poisson qui sera fait à Kankakoura. Propos recueillis par notre correspondant régional Alpha Oumar Koïta. Un bateau contenant du charbon serait interdit d'accoster au port autonome de Conakry. Une décision des autorités portuaires qui a déjà ses répercussions. Le charbon en question est en effet destiné à l'industriel Diamond Cement. L'entreprise produit du ciment. L'usine de cette société installée à Sougueta, dans la préfecture de Kindia depuis le 2016, n'est toujours pas opérationnelle. Elle manque d'énergie. Al-Seyni Bari et Mohamed Al-Hussein Kamara ont effectué le déplacement ce week-end à Kindia. Suivez. Usine Diamond Cement à 70 km de Kindia-ville, avec une superficie de 125 km² pour la mine et 50 hectares pour l'usine. Cette industrie a une importance capitale à Sougueta. Ici, il est question de produire du clinker, élément incontournable pour la fabrication du ciment. Après toute installation et pour la production de 500 000 tonnes par an, ça va bénéficier la population guinéenne. Emploi, nous employons directement 150 personnes et indirectement 300 personnes. Direct employment, 300 persons. À l'usine de Sougueta, les équipements sont déjà là. Foreuse, compresseur, concasseur, broyeur. Seule fausse note, l'énergie que DG doit fournir. Le charbon dont le bateau est à rade sur les eaux guinéennes. Finalement, nous demandons gentiment au gouvernement de libérer le charbon qui est arrivé au port pour que nous puissions utiliser ça pour le démarrage de l'usine. Secondo, le transformateur de l'EDG est déjà arrivé et ça est aussi au port. Et ils ont promis de donner le courant le 25, au plus grand tard le 25 décembre aussi de leur côté. Sur place, 6 villages sont électrifiés. La route autrefois dégradée, praticable. 15 dallos sur les artères, 12 forages, 4 ponts, une école construite. Pourtant, juste pour le début. Nous avons arrangé des forages pour les villageois, ici environ 12 dans chaque village. Secondo, nous avons arrangé l'électrification des villages. Environ 6 villages ont été électrifiés à partir de la route de Fotombe jusqu'à l'usine Tassin. Le lancement officiel de l'usine est prévu le 25 décembre 2019 si EDG respecte son pari et l'État libère la cargaison du charbon. Une fois le clinker produit, il sera possible également de le revendre à d'autres industries de production du ciment. Un autre reportage, un jeu vidéo adapté à la culture et aux traditions africaines. Un pari gagné par 3 jeunes start-upers guinéens. Depuis 2016, ces inventeurs ont songé à pallier un besoin de la jeunesse africaine. Si les salles de jeux ne disposaient que les jeux occidentaux, ces 3 associés ambitionnent de changer la donne avec déjà 3 modes de jeu, notamment honneur, calabanté et reconstruction. Abdourahman Ba, Ibrahima Sori Kamara. À 3, ils veulent révolutionner le monde du jeu en Afrique. Africa Heroes n'a rien à voir avec les différents types de jeux qui existent déjà à la console. Avec un paysage africain, des personnages figures de résistance, ils comptent ramener la jeunesse à s'approprier de ses valeurs culturelles. Après une tournée à Bofa,
dans les fins fonds des villages là-bas où il y a, comment dirais-je, des grottes et des musées qui nous a inspirés. Et nous avons reçu un guide là-bas qui nous a un peu parlé de l'histoire. Donc il fallait réfléchir sur quel type de jeu nous voulions faire. Et comme l'a dit mon ami, c'est quand on a eu cette excursion à Bofa, qui a eu l'idée, on dit au lieu de concevoir un jeu comme les Occidentaux, purement occidental, pourquoi ne pas se concentrer sur nos cultures? Nous avons pensé à rendre hommage aux grands héros africains, sans oublier les grands héros guinéens d'abord, mais africains en général. Africa Heroes comporte 3 modes de jeu, notamment le mode honneur pour les fans de combat, Kalabante pour les adorateurs des aventures pour les enfants, et Reconstitution qui est plus instructif. Il y a le mode honneur qui représente l'histoire d'Ombalia. Il y a le mode Kalabante où les enfants, un jeu un peu axé sur la particularité enfant, et le mode Reconstitution. Depuis la création du jeu, il continue à subir des améliorations. L'objectif est clair, promouvoir la culture africaine en général à travers un jeu vidéo. Aujourd'hui, ces 3 jeunes squattent leur appartement pour nourrir leur ambition en attendant les partenaires et sponsors. Déjà, on n'a pas fini de concevoir le jeu. Du coup, on essaie de trouver des partenaires, mais ce n'est pas encore facile parce que vous savez déjà, côté technologie en Guinée, c'est compliqué. Tu as beau avoir des idées, des projets et autres, une fois soumis, les gens ne vont pas trop t'écouter. À travers ce jeu, ils ont raflé des prix qui ont débouché à un premier financement, mais le projet demande un investissement solide pour aboutir à leur vision. L'actualité sportive, le tournoi de football UFO à zone A des moins de 20 ans a démarré hier dimanche à Conakry. À l'ouverture, c'est la Guinée qui a pris le meilleur sur la Mauritanie en l'emportant sur le score de 2-0. Un bon début donc pour le pays hôte de la compétition. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Sori 5 Souma, Yacouba Traoré. Belle entrée à Lise pour la Guinée ce dimanche au stade général Lansana Conté de Nongo en ouverture du tournoi UFOA Zone A des U20. Face aux Mauritaniens, les génaux guinéens ont vite pris le dessus. Sur la pelouse de ce stade qui venait à peine d'être rebaptisé, c'est Al-Gassi Mouba qui prend la responsabilité d'entrer dans l'histoire en inscrivant le tout premier but lors des matchs officiels disputés ici. À la 2e minute de jeu, le jeune attaquant de Renaissance est fauché par la défense. Il se rend justice sur ce pénalty magnifiquement transformé, à la grande joie de ce public massif. En seconde période, les juniors guinéens plient le match sur une frappe imparable de Kamara Ibrahima Sori après l'heure de jeu. C'est sur ce score de 2-0 en faveur du Sidi Junior que l'arbitre a mis fin à la rencontre. Dans sa réaction d'après-match, Diambobo Baldé, le coach, se dit satisfait du résultat. L'ancien international guinéen se projette déjà dans le futur. Donc moi, tout d'abord, c'était l'ouverture du stade Nongo. Donc moi, en tant que joueur, j'avais un souhait de jouer sur ce stade. Donc aujourd'hui, je suis fier que tout le monde a travaillé pour qu'on puisse jouer sur un terrain comme ça. On rentre dans une nouvelle génération, ça fait plaisir. Ensuite, concernant les joueurs, c'est une nouvelle génération aussi. Il faut bien les préparer. Donc on a un objectif qui va être bien sûr de faire la meilleure prestation possible pour cette compétition, donc la Coupe de l'UFOA. Mais comme il a dit l'entraîneur aussi, c'est important aussi de se projeter vers l'avenir proche, donc qui va être notamment la Coupe d'Afrique des Nations pour les moins de 20 ans. Face à la presse, Baïba, le sélectionneur des visiteurs, n'a pu faire qu'un aveu de faiblesse. Vraiment aujourd'hui, nous sommes tombés sur une très grande équipe guinéenne. Ça c'est notre premier point faible. La deuxième, c'est que la Mauritanie, on ne connaît pas un gazon naturel. Là, vraiment... Aujourd'hui, c'était la logique, on a respecté la logique. Poussés par ce public magnifique, les U20 guinéens ont dominé la rencontre sur toute la ligne. L'homme du match est venu également côté guinéen. Souma Ibrahima Sori a reçu son prix des mains du président de l'UFOA. Le Sénégal, tombeur de la Sierra Leone 4-1 un peu plus tard dans la soirée, est le prochain adversaire de la Guinée. La rencontre est prévue ce mardi 26 novembre au stade du 28 septembre.
Pour la journée d'aujourd'hui, c'est le Mali qui sera opposé à la Gambie à 16h. Le tournoi se joue, rappelons-le, dans un stade rebaptisé pour la circonstance, Général Lansana Conté. Un peu avant le discours du Premier ministre, les spectateurs, comme vous le voyez en image, ont eu droit à des prestations artistiques. L'actualité sur le continent. Au Nigeria, la drogue inonde toutes les couches de la société. La consommation serait même en forte croissance selon les experts. La plupart des toxicomanes font face à l'absence de structures publiques et de prise en charge par l'État. Alors des ghettos de Lagos au centre de désintoxication UP, médecins et acteurs locaux tentent d'enrayer le phénomène. Suivez cet élément de nos confrères de l'AFP. Ils sont tous en train de fumer. Ici, tout le monde fume. Bienvenue dans l'arrière-cuisine d'un ghetto de toxicomanes en plein cœur de Lagos. Devant notre caméra, ce consommateur exhibe plusieurs kilos de cannabis. C'est de la marijuana. Vous avez vu? Vous avez vu? Tramadol, kétamine, codéine, la liste des substances en circulation est longue dans ce quartier où ni la police ni le gouvernement n'osent plus s'aventurer. Bible sous le bras et chaîne en or au cou, le pasteur Keji est le seul à venir ici. Ancien toxicomane devenu homme de foi, il a ouvert un centre de désintoxication pour les junkies. Tout le monde fume, c'est une communauté de drogués. Mais depuis que l'on vit ici, depuis plus de 25 ans maintenant, et depuis qu'on a ouvert notre centre de désintoxication en 2009, nous avons sorti entre 80 et 120 personnes de la communauté. À quelques kilomètres de là, une clinique privée de désintoxication. La psychiatre de ce centre a travaillé 6 ans dans une clinique du gouvernement. Quand il s'agit de santé mentale, je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de contrôle. Bien sûr, il y a des structures, il y a les établissements du gouvernement. Ils sont dans un état déplorable. J'ai des patients qui en ont fait l'expérience et ils m'ont dit qu'ils n'y retourneraient jamais. Après 6 semaines de cure, cette patiente est quasiment sevrée. Mais le chemin vers la guérison est long et les risques de récidive nombreux. Avez-vous eu envie de reprendre de la drogue récemment? Oui. Et il n'y a rien de mal à avoir cette sensation de manque, comme je le dis toujours. J'ai eu un traumatisme et j'ai commencé à prendre trop de marijuana. Il y a toujours des moments où j'en ai envie, où j'ai envie d'en prendre. Ça n'aide pas qu'on en trouve partout et que tout le monde en fume. Face à l'augmentation de la consommation, le nombre de psychiatres, lui, reste trop faible. Moins de 300 pour près de 200 millions d'habitants, selon un rapport de Human Rights Watch. À l'approche des législatives au Royaume-Uni à l'issue incertaine, beaucoup d'électeurs avouent être plus attachés à leur position sur le Brexit qu'à leur parti politique de longue date, des changements de cœur qui risquent d'inquiéter les travailleurs et les conservateurs. Suivez. À l'approche des législatives de décembre au Royaume-Uni, le chef du parti du Brexit, Nigel Farage, avait promis de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Mais lors d'une visite à Hartlepool, ville eurosceptique du nord-est de l'Angleterre, il a annoncé un changement de stratégie. Le parti du Brexit ne disputera pas les 317 sièges remportés par les conservateurs aux dernières élections. Farage a justifié son choix en disant ne pas vouloir risquer d'éparpiller les voix pro-Brexit. Son parti compte toujours présenter des candidats dans des centaines d'autres circonscriptions, dont Hartlepool. De tradition industrielle, le cœur de la ville bat de longue date pour le parti travailliste. Mais le taux de chômage élevé et un vote largement en faveur de la sortie de l'Union européenne en 2016 poussent certains habitants à remettre en cause leurs habitudes électorales. J'ai été travailliste toute ma vie, j'étais syndicaliste et très catégorique. Mais maintenant, c'est ça. C'est l'élection la plus imprévisible que j'ai connue depuis de nombreuses années, parce que les gens sont complètement désabusés. Ce ne sont pas uniquement les électeurs du Leave qui repensent leur choix. Sam Gyimah était un député conservateur qui a quitté le parti, en désaccord avec son soutien au Brexit. Il est à présent candidat du parti europhile des libéraux démocrates pour Kensington, une circonscription londonienne qu'il va tenter de ravir aux travaillistes.
Il n'est pas d'accord avec l'argument que cela risque de diviser le vote Remain et donner l'avantage aux conservateurs de Boris Johnson. L'idée que nous ne disputons que les votes du Parti travailliste ne reflète pas ce qui se passe dans le pays. Les libéraux-démocrates disputent les votes des conservateurs, mais aussi ceux du Parti travailliste en tant que seul parti Remain, sans équivoque. L'annonce par le parti du Brexit de Farage qu'il ne disputera pas les sièges tenus par les conservateurs aura sans doute fait pousser un soupir de soulagement à Boris Johnson. Mais même si son parti arrive pour l'instant largement en tête des sondages, l'issue de ce scrutin imprévisible est encore loin d'être décidée. C'était le moment de nos confrères de l'AFP qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité chez nous, c'est à 20h et 22h. D'ici là, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV, les meilleurs.